Ce soir, on vous offre un carnet politique américain avec Raphaël Jacob, Michel Séauger et Azeb Oldegorgis qui se joignent à nous. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, mais Azeb, il y a un instant, vous nous avez dressé le portrait justement de ce qui se passe depuis hier. C'est vraiment devenu le sujet du jour aux États-Unis, les problèmes de mémoire de Joe Biden. Est-ce qu'il a encore les capacités cognitives de poursuivre son mandat comme président? Il a fait cette sortie hier où il essayait finalement de se défendre. Ça a donné lieu à un grand moment de malaise avec entre autres cet extrait. On va le rejouer à nouveau pour que les gens nous écoutent et nous suivent dans la discussion. Quand il s'est trompé, il parlait du président de l'Égypte et il a nommé le pays Mexique. Voici ce que ça a donné. Initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. Bon, Raphaël, j'aimerais commencer avec vous parce que tout ça commence avec le rapport de ce procureur qui était mandaté pour faire le point, à savoir est-ce qu'on fait des inculpations ou pas. C'était vraiment un sujet qui était important quand même avec les dossiers classifiés qu'on avait retrouvés à la résidence de Donald Trump. Et c'est un drôle de rapport qu'il a rédigé en disant, bien, écoutez, il n'y aura pas d'inculpation parce qu'un jury aurait devant lui un vieil homme sympathique avec de graves problèmes de mémoire. Il donne quelques exemples et je vais jusqu'à dire, M. Biden, il a même oublié le moment où son fils est mort. Ça a furieusement fâché M. Biden. Est-ce qu'il n'est pas un peu... Déjà, le rapport, est-ce qu'il n'est pas un peu, comment dire, connoté, teinté? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est ce que la vice-présidente de M. Biden est allée déclarer aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était politiquement motivé. En même temps, Julie, vous mentionniez que la question du rapport, c'était le début de l'histoire. Je vous soumettrai en fait peut-être que c'est, dans un sens, la fin de l'histoire. Voici ce que je veux dire par là. Ça fait maintenant, pas des semaines ou des mois, ça fait quelques années où il y a à répétition des situations de, je vais y aller avec un mot poli, là, de malaise autour de M. Biden. On a eu l'épisode, par exemple, où il a chuté à vélo, et là, ce qu'on disait, c'est ça peut arriver à tout le monde, c'est un accident. Autre moment où il chute à côté d'un lutrin, on dit c'est de la faute de quelqu'un qui a laissé une poche de sable par terre. Un moment où il termine un discours au Connecticut en déclarant « God save the Queen », alors que la reine est déjà décédée. Et on a un épisode comme ça. Évidemment, cette semaine, on en a eu deux assez spectaculaires, avant même celui que vous avez fait jouer, où il est allé mentionner qu'il avait rencontré des leaders étrangers qui étaient déjà décédés au moment où M. Biden dit les avoir rencontrés. Et donc, je vous soumettrai que c'est la fin de l'histoire, le rapport, dans la mesure où pendant des années maintenant, il y en a qui ont soit voulu faire dans le déni ou voulu minimiser ça. Là, d'un point de vue politique, ça devient quasiment impossible, à part pour les plus, et encore une fois, je le dis avec respect, là, les plus fervents partisans de M. Biden, de faire comme si tout allait bien. Et c'est pas pour rien, soit dit en passant, que le président est sorti, comme il le fait très rarement avec un point de presse improvisé de la sorte. Il sentait clairement qu'il devait, à quelque part, essayer de récupérer quelque chose qui est peut-être très, très difficile, pour ne pas dire impossible à récupérer à ce stade-ci. On parlera justement de cet exercice de récupération. Finalement, est-ce qu'il a perdu plus de plumes qu'il en a gagné là, avec cette sortie? Mais d'abord, sur le rapport, Michel, alors, Raphaël le disait, Kamala Harris et d'autres aussi ont dénoncé ce rapport en disant qu'il y avait quelque chose de teinté politiquement là-dedans. Mais il reste que c'est quand même... Le travail du procureur, c'était de dire il y a ou il n'y a pas des inculpations. Et finalement, il nous fait une sorte d'espèce de portrait de la santé cognitive du gouvernement avec... Mais ça a de lourds impacts, on l'imagine bien. Est-ce que vous, ça vous a surpris? D'une part, ça m'a surpris, puis en même temps, il ne faut pas s'en surprendre parce qu'un procureur, son travail, c'est d'accumuler des preuves contre quelqu'un, c'est de le mettre en accusation, c'est pas de le disculper, il n'est pas avocat de la défense. Donc, à un moment donné, le procureur dise « Écoutez, moi, je pense qu'il y a des problèmes avec les documents qu'on a trouvés. » Il dit aussi, c'est bien moins grave que ce qui a été trouvé dans le cas de M. Trump, il le dit, mais il dit, écoutez, on ne pourra jamais le faire condamner devant un jury parce que voici un gentil monsieur âgé qui a des problèmes de mémoire. C'est ce bout-là qui fait extrêmement mal. Et si je peux ajouter, la sortie de M. Biden hier a empiré la chose de façon exponentielle. Quand on sort pour dire « j'ai pas de problème de mémoire, je suis le président et je suis capable de faire mon travail » et qu'on se trompe entre le Mexique et l'Égypte, et le reste de la prestation de M. Biden, qui avait vraiment l'air d'un vieillard hier soir. Donc, vous trouvez qu'il en sort affaibli? Ça fait mal et on ne peut pas revenir. Vous dites, finalement, c'est ça. Alors, finalement, ça fait en sorte qu'il y a plus de gens aujourd'hui, Azeb, qui se posent des questions qu'il y en avait hier.
Oui, écoutez, en fait, la façon dont on essaye de récupérer l'affaire à la Maison-Blanche, ou en tout cas à l'administration Biden, c'est que finalement ce rapport était politiquement motivé parce que ce procureur spécial a été nommé par Donald Trump en 2017 pour être procureur du Maryland et que donc ça devait être un peu politique tout ça, qu'il n'avait pas besoin de faire des commentaires aussi déplacés, je reprends les mots de Kamala Harris, sur la santé de Joe Biden, que c'était complètement déplacé et qu'aussi il a replacé la Maison-Blanche a replacé le contexte de cette enquête qui est arrivée au lendemain des attentats du 7 octobre où vraiment c'était extrêmement tendu à la Maison-Blanche. Ils étaient en pourparlers avec leur homologue israélien, européen, voir qu'est-ce qu'il fallait faire, quelle est la stratégie à prendre après l'attentat du 7 octobre. Donc ils ont vraiment tenté de récupérer l'affaire. On n'a pas beaucoup vu Joe Biden aujourd'hui. Cet après-midi, il rencontrait le chancelier allemand Olaf Scholz. Il n'a pas donné de conférence de presse. Ça s'est fait en toute discrétion à la Maison-Blanche. Donc je pense que pour le moment, ils vont peut-être lui faire éviter les caméras parce que hier soir, il faut le dire, ça a été vraiment une catastrophe là, pour Joe Biden. Confondre le président du Mexique en parlant de Sisi, c'est quelque chose qui est désastreux. Surtout qu'il voulait montrer que tout allait bien, finalement. Exactement. Alors, c'est le contexte aussi. Et c'est l'accumulation, comme vous disiez, Raphaël, à un tel point que des gens, même de son propre groupe, les démocrates, se demandent est-ce que c'est encore la bonne personne? En fait, qu'est-ce que vous en pensez? On va se poser la vraie question. Est-ce qu'il peut encore maintenant garder son poste et être le candidat des démocrates pour la prochaine présidentielle? Nuance d'abord avant tout. Lorsqu'on parle de son poste, Julie, est-ce qu'on parle du poste de président des États-Unis ou du candidat présidentiel? Parce que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs défenseurs de M. Biden, sans doute à juste titre, qui vont vous dire, surtout depuis hier, depuis la catastrophe des dernières journées, particulièrement de la dernière journée, qu'il n'y a rien qui remet en fait vraiment de façon fondamentale que M. Biden peut être un bon président. Le problème, c'est qu'il n'est pas seulement président, il est actuellement candidat présidentiel. Et à partir du moment où vous êtes candidat, il y a toute la question de la perception populaire qui joue. Et là, ça devient beaucoup, beaucoup plus glissant pour lui dans la mesure où, même avant que cette semaine, encore une fois, assez désastreuse au niveau de cette perception-là s'entame, vous aviez déjà et en fait, j'allais dire plus de la majorité, plus de 60 c'est encore plus qu'une majorité, là, plus de 60 des Américains et des Américaines qui disaient ne pas souhaiter qu'il se représente. Et la raison principale, on a beau essayer d'éviter de faire de l'agisme, il ne faut pas non plus faire dans le déni. La raison principale qui est citée depuis des mois et des mois et des mois, c'est la question de ses aptitudes cognitives, physiques, mentales, etc. Donc, encore une fois, je comprends que c'est sensible, on veut traiter la question avec respect, mais ça ne change pas les faits. Bon, alors vous dites distinction entre le rôle de président actuel, qui est sur une fin de mandat finalement, parce qu'il y a des élections qui s'en viennent, et le rôle de candidat, donc, qui se représente pour plusieurs années encore, Michel. Votre avis là-dessus, est-ce qu'il peut encore, est-ce qu'il peut se rendre jusqu'au bout, jusqu'à l'élection et demeurer le candidat? Je suis pas sûr qu'il le peut, mais je vais vous citer ce grand philosophe canadien qui s'appelait Brian Mulroney qui disait « Ne me comparez pas au Tout-Puissant, comparez-moi à l'opposition ». Et si on compare M. Trump et M. Biden, M. Trump n'est quand même pas une jeunesse du printemps. Au moment de l'élection, il aura 78 ans. M. Biden, 81. C'est des hommes de la même génération. Des lapsus, M. Trump en a fait aussi, et il en fera encore. Alors, à un moment donné, ça ne règle pas le problème de perception, mais il ne faut pas quand même oublier que M. Trump aussi est une personne âgée, qu'il n'est pas en forme, qu'il est obèse, qu'il ne fait pas d'exercice, qu'il aime un peu trop les Big Mac. Il y avait dans The Economist, la revue britannique, un spécialiste du vieillissement qui disait il y a quelques semaines, M. Biden a plus de chances de finir son deuxième mandat s'il s'y rend que M. Trump n'en aurait. Alors, tout est relatif là-dedans, mais le spectacle d'hier soir, en heure de grande écoute, c'est vraiment bien pire que le mal, bien pire que le rapport du procureur. Bon, on ne jugera pas de la qualité des choix alimentaires de M. Trump, mais on va revenir sur ses erreurs, parce qu'on va comparer finalement les deux hommes sur les mêmes critères ici. On a quelques extraits ici, parce que c'est vrai qu'on parle moins des erreurs de Donald Trump. Je vais vous demander pourquoi après, mais voici quelques exemples en rafale. Who is cognitively impaired, in no condition to lead, and is now in charge of dealing with Russia and possible nuclear war. Just think of it. We would be in World War II.
with Obama. We won an election that everyone said couldn't be won. Obama dropped missiles and they ended up hitting a kindergarten. If that's the case, he's going to end up being indicted when he leaves office. They never report the crowd on January 6th. You know, Nikki Haley is in charge of security. We offered her 10,000 people. Alors, il en a fait, lui aussi, des erreurs. Confond Nikki Haley et Nancy Pelosi, parler de Obama alors qu'il veut parler de M. Biden, parler de redouter la Deuxième Guerre mondiale alors que, si je ne m'abuse, elle est derrière nous, la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi on dirait que ça colle moins sur M. Trump? Azem, tiens, en premier là-dessus. Bah, écoutez, c'est aussi une question de perception. Là, Raphaël en a glissé un mot. C'est que Donald Trump donne l'impression d'avoir beaucoup plus de vigueur, d'énergie par rapport à Joe Biden, si vous voulez. Joe Biden, depuis quelque temps, on le voit un peu hésitant. Quand il marche, on sent qu'il est assez fragile. Donald Trump ne donne pas cette impression-là. Mais je peux vous dire que quand vous allez dans les rassemblements républicains, quand vous parlez aux électeurs, que ce soit des démocrates ou des républicains, ils s'entendent sur une chose, c'est qu'ils ne sont pas du tout gâtés là, par leur candidat. Ils ont un candidat qui passe la moitié de son temps devant les tribunaux, qui a 77 ans. Joe Biden, bon là, ses problèmes de mémoire. Donc, la majorité des Américains affirment que leurs candidats sont trop âgés. Ils disent qu'écoutez, comment Joe Biden peut-il avoir le code nucléaire à son âge? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Et je parlais à une électrice républicaine qui a voté pour Donald Trump 2 fois. Elle disait qu'elle-même, à 56 ans, là, elle utilise des post-it parce qu'elle ne se souvient pas de beaucoup de choses. Elle me dit, écoutez, imaginez diriger un pays à plus de 80 ans. Donc, c'est vraiment un problème pour les Américains. Ils ne sont pas satisfaits vraiment des deux candidats, que ce soit Trump ou Joe Biden. Mais c'est vrai que Donald Trump, malgré toutes ses bourdes, lui aussi, il donne l'impression d'être beaucoup plus jeune que Joe Biden, alors qu'il est seulement quelques années plus jeune que lui. Oui, Raphaël, il dégage quand même une certaine vigueur. Il fait des spectacles sur scène, il dégage quand même de l'énergie. On ne le voit pas trembler ou chancelant. Et c'est comme si il a tellement dit d'énormités que, bon, qu'il se trompe de guerre ou de nom. C'est comme si on fait fi un peu de ça. Exactement. Je suis, premièrement, entièrement d'accord avec la lecture qu'Azeb en a fait. Et vous avez raison. Donald Trump, et c'est vrai par rapport à M. Biden, tout comme c'est vrai par rapport aux adversaires républicains. Lorsqu'on voit depuis le début de la course pour les primaires républicaines de 2024, il est évalué avec une sorte de barème qui est complètement différent, qui est le sien. Parce qu'effectivement, vous mettriez à la fois ses gestes, ses propos, ses scandales dans la bouche ou dans la personne de n'importe qui d'autre, et disons qu'il ne serait pas qualifié ou ne serait pas traité de façon aussi charitable. Ça, c'est vrai. Le petit point que j'ajouterais rapidement, ça serait en fait de replonger Michel un petit peu dans le passé, parce que lui et moi avons eu le grand plaisir, en ce qui me concerne, de commencer à collaborer ensemble pendant la campagne de 2016. Et Michel, je suis convaincu, va s'en souvenir, une question qu'on entendait répéter continuellement en 2016, c'est: comment est-ce possible que dans un pays de plus de 300 millions de personnes, qui est censé être la plus grande démocratie de la planète, on est condamné à un choix entre, à l'époque, Hillary Clinton et Donald Trump? Cette question-là, si je ne l'ai pas entendue 10 fois plus souvent cette année par rapport à M. Biden et à M. Trump, je ne l'ai pas entendue une seule fois. Oui, mais dans les faits, disons qu'il se passe quelque chose là, et que les démocrates décident, écoutez, ce ne sera plus notre candidat, M. Biden. Est-ce qu'on a un plan B? Est-ce qu'on a on est déjà engagé dans les primaires, là. Est-ce qu'il y aurait moyen de présenter en catastrophe quelqu'un d'autre? Nous, on vous soumet des noms. On a préparé un tableau, on a mis des visages. Alors, vous reconnaîtrez là-dedans Barack Obama. On comprend qu'il y a une règle, là, mais peut-être qu'il y aurait moyen de jouer avec la règle. Sa conjointe, Michel, M. Buttigieg, qui est secrétaire d'État au transport, M. Newsom, Kamala Harris aussi, Mme Whitmer. En fait, Michel, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui pourrait éventuellement prendre le relais? Barack Obama ne peut pas être candidat. Michelle Obama a juré sur toutes les bibles qu'elle a vues qu'elle ne serait jamais candidate. Bon, Kamala Harris fait partie du problème de l'administration Biden. Elle n'est pas une partie de la solution. Sa cote dans les sondages est absolument famélique. Bon, il y a beaucoup de gens qui rêvent tout éveillés d'un ticket, là, président Newsom, vice-président Whitmer. Ça n'arrivera pas. Alors, la seule chose qui peut arriver, c'est que M. Biden décide de se retirer, que voyant la mauvaise situation dans laquelle il s'est mis lui-même hier soir, que lundi ou mardi, ils disent, savez-vous, je vais... Et à ce moment-là, le problème, il est pour le Parti démocrate de se trouver un remplaçant et surtout d'écarter Mme Harris,
Ils ont déjà assez de problèmes dans la coalition démocrate comme c'est là. La guerre au Proche-Orient fait des gros ravages dans les factions du Parti démocrate. Il y a beaucoup de gens qui disent on est trop pro-Israël, ça n'a pas de bon sens. Mais là, si en plus on dit à Mme Harris qu'on ne la veut pas comme candidate à la présidence, je ne suis pas sûr que la communauté noire va prendre ça de façon très heureuse. Raphaël? Julie, je vraiment à sauter dans la mêlée ici pour mentionner que la dernière réponse, là, on peut prendre en clip là, les dernières 60 secondes de Michel. Écoutez, je lui ai lancé un compliment il y a un instant, je lui ai lancé un deuxième. C'est peut-être que ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé un panel, je suis content de le voir. C'est l'explication avec un E majuscule pour tous ceux et celles qui se posent la question depuis des mois. Pourquoi est-ce que les démocrates n'ont pas un autre candidat que M. Biden? Elle est là, la réponse. C'est que l'alternative est probablement encore pire politiquement, c'est-à-dire un chaos, une chicane, une bisbille potentiellement épouvantable au sein de ce parti-là parce qu'on ne voudra pas de Kamala Harris, mais elle veut du poste de candidate présidentielle. Donc, comment est-ce qu'on l'écarte sans créer une sorte de guerre civile au sein du parti? Ce serait excessivement risqué. Ouais. Et d'ailleurs, si je peux rajouter... Juste un instant, on va laisser Azeb. Oui, Azeb. Si je peux rajouter, c'est d'ailleurs un des arguments des républicains, de Nikki Haley, par exemple, qui en campagne électorale a dit, écoutez, ce sera une femme présidente l'année prochaine, ce sera moi ou Kamala Harris, parce qu'elle dit que même si Joe Biden remporte les élections, vu son âge très avancé, ça risque d'être Kamala Harris qui mène, et c'est vrai qu'elle n'est pas du tout populaire. Par contre, le gouverneur de la Californie, lui, a dit qu'il ne va pas se présenter, là, que c'est Joe Biden vraiment le candidat démocrate. Lui, il vise plutôt 2028. Donc, la plupart des candidats républicains, ceux qui sont potentiellement présidentiables, si vous voulez, c'est vraiment vers 2028 qui se dirigent. Et là, Joe Biden, jusqu'à présent, il a dit que la seule raison pour laquelle il pourrait se retirer de cette course, c'est si Donald Trump ne se présente pas. Il a dit, si ce n'était pas Donald Trump, je ne suis pas sûr que je me serais présenté à cette élection. Mot de la fin, Michel? L'autre problème des démocrates, c'est qu'il n'y a pas d'éminence grise qui se tient dans les coulisses au cas où un Ted Kennedy ou quelque chose comme ça qui était un recours. Il n'y en a pas cette année. Alors, ça sera Joe Biden ou pas Joe Biden s'il se retire, mais c'est lui qui va se retirer. C'est pas le parti qui va le mettre dehors. Raphaël? En un mot, exact. Bon, ça conclut notre panel. Merci à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. Merci bien, bonne soirée. Merci. Bonsoir. Au revoir.